nouvelle dynamique stratégique est en marche au cœur de la région sahélienne avec la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Au-delà des questions de sécurité et de défense, l'AES se dote d'une nouvelle architecture prenant en compte les aspects de développement institutionnel et politique. La réussite de cet ambitieux processus dépend fortement de l'engagement de la société civile et celle-ci a une vision très claire. Il faut que la société adhère. Mais nous avons beaucoup de défis. Des défis énormes à relever, particulièrement par les autorités et nous aussi. Le défi de l'information des populations. Dans l'avènement de l'AES, la société civile a un rôle très important à jouer. Ce rôle, c'est quoi? C'est la sensibilisation. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes inondés par beaucoup de médias qui ne diffusent que de la désinformation. De faire des propositions, d'écouter et ne pas hésiter à poser des actes concrets et même souvent ne pas hésiter à critiquer aussi si quelque chose ne va pas, de faire des propositions dans le bon sens. Il faut que la société civile s'implique davantage. Il y a la communication, il y a l'information, il y a la participation aux activités économiques et sociales. Il y a beaucoup de... Partout, dans tous les secteurs du développement, on peut dire qu'il faut quand même que la société civile s'implique. Il faut s'attendre à des actions de nuisance qui peuvent nuire à l'Alliance. Et c'est la société civile, dans son rôle de veille, qui peut vraiment accompagner et sauver l'État. À l'issue des conclusions du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, à travers le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été désigné pour assurer la présidence de l'organisation. Pour la société civile, le président Goïta doit s'évertuer à faire face à d'importants défis. Durant son mandat, il s'agit premièrement du défi sécuritaire, et deuxièmement du défi économique, troisièmement du défi financier. Et quatrièmement, il faudrait qu'on fasse un clin d'œil à l'éducation nationale. L'éducation pour expliquer qu'est-ce que c'est que l'AES. C'est vrai, nous avons une diplomatie active. Il faut absolument revigorer cette diplomatie-là. Il faut la soutenir. Et d'autres défis, nous savons aussi que nous sommes dans une résilience. Avec les sanctions, avec les maladies, les coronavirus et autres, les populations sont à bout. Et il faut que nous nous mettons tous au travail pour essayer de donner un souffle à ces populations-là. Et quand on fait la confédération, ça devient des actions globales. Il ne s'agit plus des actions ciblées, il s'agit des actions globales. C'est le développement d'une manière globale qui serait visé. Donc pour cela, il faut être vigilant un peu partout. Il faut essayer d'apporter avec les faibles moyens des solutions à certains défis qui peuvent nuire quand même à l'Alliance, telles que l'insécurité alimentaire. Plus de la sécurité, de la communication, le développement est le maillon essentiel, le plus important aussi. Parce que sans développement, il sera très difficile de maintenir certains acquis. Des défis géopolitiques et sécuritaires qui seront relevés grâce à l'engagement de ses pairs du Burkina Faso et du Niger. La signature de la charte du Liptako Gourmand le 16 septembre 2023 à Bamako a ainsi jeté les bases de cette alliance qui ambitionne d'assurer désormais au peuple de l'espace AES son indépendance socio-économique, culturelle ainsi que son intégrité. Quand elles veulent, elles peuvent. Et pour l'Alliance des États du Sahel, les femmes sont prêtes à accompagner les trois pays à tracer leur destinée, à condition qu'elles soient représentées dans les instances de prise de décision. Je demande aux autorités de l'AES de tout faire pour mettre en place un bureau de conseil de femmes à côté des pouvoirs de l'AES. Ça va beaucoup les aider. Dans nos pays, on a grandi avec ça. C'est un adage qui dit la nuit porte conseil.
C'est pas que c'est la nuit qui fait descendre les conseils, non, c'est les femmes qui donnent les conseils. Donc il faut qu'ils mettent un accent sur ça. C'est pas donner un autre pouvoir aux femmes, mais seulement accentuer déjà ce qu'elles sont. Avant toute chose, il faut sauvegarder la souveraineté et l'indépendance de son pays. On doit bien nous organiser, nous mettre en groupe solidaire et si possible même faire des conférences, débats dans le marché partout où on est. En s'alliant, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sauvent ainsi l'honneur de 3 États. C'est pourquoi depuis la création de l'AES, des initiatives ne cessent d'émerger à l'endroit des femmes. En cette phase de la mise en place de la confédération de l'AES, les femmes des 3 pays doivent se concerter et très rapidement qu'il y ait une plateforme des femmes de l'Alliance et qu'il y ait une conférence inter-État des femmes pour coordonner nos visions, nos stratégies et mettre en place une alliance très forte des femmes du Mali, du Niger et du Burkina. Les femmes du Mali ne doutent pas de leur pouvoir incontestable. Pour la présidente du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, les mots d'ordre doivent désormais être union, solidarité et entente. Depuis que l'AES a été créée, les femmes voulaient même aller un peu en avance, mais on attendait déjà que l'architecture institutionnelle soit mise en place. Sinon, il y avait beaucoup d'initiatives qui avaient déjà émergé du côté des femmes, notamment les rencontres entre nous-mêmes ici, femmes du Mali, ensuite la main tendue à nos sœurs du Burkina Faso et du Niger. Mais on a dû attendre vraiment que l'architecture soit mise en place. Et maintenant que c'est fait et que c'est le Mali qui assure la présidence, je pense que nous sommes prêts à aller. Et dès que les autorités de la transition vont dégager une feuille de route, je pense que nous allons nous mettre dedans. Nous sommes déjà prêts à accompagner les autorités et nous allons vraiment relever ensemble ce défi de la présidence du Mali à la tête de la Confédération de l'AES. Les femmes se disent prêtes à s'engager dans ce combat contre vents et marées et accompagner le président de la transition qui assure la présidence de la Confédération de l'AES, car selon elles, c'est à partir de cette alliance que l'Afrique retrouvera sa souveraineté. Cité de savoir et de culture millénaire, Tombouctou abrite différentes communautés qui s'identifient par leur riche culture ancestrale, chacune en ce qui la concerne. Les tresses ou les coiffures font partie de ces identifiants, qui donnent aux femmes de ces communautés leur complément vestimentaire. Le gofa, par exemple, est une tresse expressive, très convoitée, qu'on retrouve chez les Sonrai, les tamasheks noires et blanches, les femmes arabes et maures. La tresse donne une sorte de grade, de médaille. Quand tu vois la tresse, immédiatement, lors de la cérémonie, tu sais directement qui est la marraine. Généralement, c'est une tresse que les femmes portent à l'issue de la première semaine de mariage. Il y a une cérémonie de tresse et c'est au cours de cette cérémonie que les femmes portent le gofa. Donc il y en a 2. L'arabe gofa, qui est donc l'apanage des milieux morts et arabes, et Kouera Gofa, qui est donc pour les citadins, mais en réalité, toutes les communautés portent ces 2 types de Gofa. Le Gofa est constitué d'étoffes en laine, des rondelles en or ou en argent, qui constituent une sorte de selle cousie à l'aide d'aiguilles pour embellir la cliente. Cette dernière est généralement une nouvelle mariée, marraine d'un événement ou femme tout court, voulant paraître à une occasion spéciale. C'est une tresse qui est valorisée par les Tombouctiens de par sa qualité et sa beauté. Du coup, c'est une tresse que je mets souvent sur la tête pour fêter les différentes fêtes de Tombouctou, surtout les Mauloud et la grande fête de Tabaski. Akou Malé fait partie des rares tresseuses qui ont gardé la main dans cette coiffure traditionnelle qu'elle pratique depuis des décennies.
Il y a deux sortes de gofa. Il y a les gofa de Soraï et celui des Arabes. Avec les gofa Soraï, on y met de la laine, du velours et des anneaux de couleur rouge. Quant au gofa arabe, on n'y met pas de la laine. On met une corde qu'on appelle shawita tout autour de la tresse. Mais gofa pirdi. Le gofa pur, c'est celui-là qu'on fait à la main. On les tresse aux jeunes femmes mariées. C'est une obligation que les nouvelles mariées. Les bijoutiers restent des acteurs incontournables dans cette coiffure, car ce sont eux qui fabriquent les ornements de la tresse et maîtrisent bien les matières requises pour un bon gofa. Il est composé de 42 pièces, la gofa. Il est composé de ça qu'on appelle en soraï d'ophore. Il est composé de ça. Il y a 22 pièces de cet élément qu'on appelle tata dans l'aragofa. Et il y a 6 éléments de ça qu'on appelle gulgul. Ça on appelle gulgul. Il y a 6 dedans pour un laragofa. Si la coiffure coûte 5 000 francs chez la tresseuse, celui des éléments et ornements métalliques tourne entre 150 et 250 000 francs CFA chez les bijoutiers. L'or étant aujourd'hui extrêmement cher, c'est pas tout le monde qui peut se procurer autant de poids pour faire les laragofa. C'est pour cela qu'aujourd'hui ça se fait plus en argent blanc et on le met dans les trempages d'or pour les dorer pour que ça puisse être à la couleur de l'or. Donc aujourd'hui la majorité de ce que vous voyez comparer avec les gens en couleur jaune, c'est de l'argent blanc doré. Voilà, donc ça se fait avec de l'argent blanc. En poids de l'argent blanc, ça se faisait avec maximum, c'est 250 grammes. Malheureusement, ces ornements soupirent aujourd'hui sous le poids de la contrefaçon. Et la mission culturelle en est témoin, mais impuissante face au rythme de la modernisation. Ils m'ont expliqué que les Chinois le vendent à 10 fois, 20 fois moins. Donc il y a une forte concurrence. Ils ont même écrit une lettre qu'on a transférée à la Direction nationale du patrimoine. Mais c'est très très difficile de lutter contre ça. Donc les bijoutiers de Tombouctou sont confrontés à ce problème-là. Mais avec tout ça, il reste toujours très sollicité. Parce qu'il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas à ne pas porter que ce qui n'est pas original. C'est-à-dire avec ce qui n'est pas fait avec la main de façon authentique. Donc c'est des choses qui se produisent par les bijoutiers de Tombouctou, plus spécifiquement dans les Mali, mais qui arrivent à se vendre. Parce que c'est autant un bijoutier ici à Tombouctou arrive à produire des gofa, autant il a les marchés pour les vendre. Quand bien même que le marché est inondé de la contrefaçon, Najuma Mint Hamoudi tient beaucoup aux ornements authentiques. Moi, j'ai toujours opté pour le gofa authentique et non le gofa importé. La mission culturelle de Tombouctou et ses partenaires déploient des efforts énormes pour la sauvegarde du patrimoine immatériel, parmi lesquels les tresses traditionnelles. Et déjà en 1994, on avait fait un recensement, une collecte de tout ce qu'il peut avoir comme tresses traditionnelles à Tombouctou. On les a reproduits, on a fait une nuit de la femme tombouctienne ici avec l'accompagnement de la coopération canadienne au Mali, c'est donc au musée municipal, pour pouvoir, et on s'était rendu compte qu'il y a des types de tresses, de coiffures qui ont donc disparu. Donc on a essayé donc de revitaliser. Tombouctou est un trésor, voire une référence en matière de richesse culturelle. Cependant, avec la modernisation, ce précieux patrimoine survivra-t-il longtemps au choc d'avec les autres civilisations? Le degré d'engagement des responsables et autres acteurs est-il suffisant pour que ces précieux biens légués par nos aïeux ne se délitent? Cette rencontre vise à renforcer les capacités des 30 guides venus des pays de l'AES. La session qui dure 4 jours abordera plusieurs thématiques. Nous avons 8 modules et ces 8 modules vont être exécutés sous forme de partage d'expérience entre les participants. Et ces modules vont porter entre autres sur la généralité sur les métiers de guidage, qui on appelle guide, qui peut faire cette profession au regard des réglementations
du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Un des modules va également porter sur les techniques de guidage et quelles sont les stratégies à mettre en place pour une meilleure prise en charge de la clientèle. Vous comprendrez aisément que l'activité de guidage nécessite également des sessions de renforcement des capacités dans les notions comme le secourisme. Cette session de formation contribue au développement du tourisme en Afrique. Les acteurs de l'industrie du voyage apprécient. Et nous disons que c'est une formation qui vient à point nommé. Nous l'attendons cette formation depuis des années pour que nos États puissent prendre en compte la capacité des guides à accueillir les touristes. Avec cette session de formation, on est là en train de combler ce gap que nous ressentons chaque fois dans nos exercices de notre métier. Depuis 2012, le secteur du tourisme a été touché par la double crise sécuritaire et sanitaire. Et depuis, les autorités des pays de l'espace AES ne cessent de déployer des actions en vue de relancer les activités touristiques. Dans le souci de relancer le secteur du tourisme, vital pour l'économie de nos pays, les gouvernements de ces pays respectifs ont défini une nouvelle feuille de route portant, entre autres, sur le développement des infrastructures, le développement des compétences, l'amélioration de la qualité des services, le renforcement de la gouvernance et le développement du tourisme. La performance de l'industrie du tourisme dépend en grande partie des ressources impliquées dans ce secteur. C'est la raison pour laquelle le renforcement des capacités des acteurs du tourisme a fait l'objet de recommandations de la politique ministérielle du tourisme du COMSEC. Cette session de formation sera sanctionnée par un exercice de simulation des participants à Sibi, une manière de les évaluer.